Vous m'avez rayé de la famille, alors je vous ai rayé du budget. J'ai 42 ans et je pensais avoir connu des jours sombres, mais rien n'aurait pu me préparer à être ainsi effacé entre deux bouchées d'une entrecôte saignante chez Romano, un steakhouse italien. Vous voyez le genre d'endroit. Des serviettes en tissu qui coûtent probablement plus cher que les mensualités de crédit auto de certains. Des graissins servis avec une huile d'olive de luxe qui possède sa propre biographie. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. On s'apprêtait à m'arracher le cœur dans le restaurant même où nous avions fêté nos 10 ans de mariage, le brevet de Sophie et la promotion de Nicole au poste de directrice régionale de je ne sais quelle arnaque pyramidale qu'elle faisait passer pour un vrai boulot ce mois-là. Nous étions installés dans l'un de ces box d'angle que les riches adorent. Ça leur donne une impression d'intimité, tout en permettant à tout le monde de voir à quel point ils pensent avoir réussi. L'éclairage était tamisé et romantique, ce qui rajeunit tout le monde de 10 ans et masque le fait qu'on dîne concrètement dans une grotte chic avec des lustres. Nicole portait sa tenue de discussion sérieuse, cette robe noire qui a coûté plus cher que ma première voiture, avec ses chaussures qui ressemblaient à des instruments de torture médiévaux, mais qui lui donnaient un sentiment de puissance. Sophie, ma fille de 16 ans, que je considérais comme la 8e merveille du monde, était scotchée à son iPhone. Ses ongles en résine cliquetaient contre l'écran comme un petit solo de batterie agaçant. J'aurais dû me douter que quelque chose clochait quand Nicole a commandé l'entrecôte la plus chère sans même regarder le prix. D'habitude, elle faisait au moins semblant de se soucier de l'argent, plissant les yeux sur le menu en disant que c'était un peu excessif, avant de commander quand même. Mais pas ce soir. Elle a commandé cette pièce de bœuf à 48 $, comme s'il s'agissait d'un menu maxi best-of. Premier signal d'alarme, les gars. Le serveur, un jeune nommé Tyler, qui payait sans doute ses études à la fac et qui n'était clairement pas assez payé pour assister à ce qui allait suivre, a apporté nos plats avec emphase. Il avait dû s'entraîner devant un miroir. Il a annoncé chaque plat comme s'il présentait des membres de la famille royale. Nicole a saisi son couteau et sa fourchette, tel un chirurgien se préparant pour une opération, a entamé son steak comme si elle pratiquait une dissection et, sans même me regarder, a lâché « On est d'accord ? Tu ne fais plus partie de la famille. » Comme ça ? Sans un « Chérie, il faut qu'on parle ?» Sans avertissement ? Pas de sirène, pas d'alerte, juste droit au but, comme si elle m'annonçait qu'il n'y avait plus de lait ou qu'elle avait récupéré le linge au pressing. Ne rentre plus à la maison. Ne viens plus à aucune réunion de famille. Elle a porté un morceau de viande à sa bouche et a mâché, comme si elle commentait la météo au lieu de larguer une bombe nucléaire sur ma vie. Je ne vais pas vous mentir, ma première réaction a été de rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce que mon cerveau ne parvenait pas à traiter l'information. C'était comme ce moment dans les films d'horreur où l'on comprend que l'appel vient de l'intérieur de la maison. Sauf qu'au lieu d'un tueur, c'était ma femme depuis 15 ans qui m'annonçait que j'avais été éliminé par le conseil, comme un vulgaire candidat de télé-réalité. Et le « on », c'est ça qui m'a achevé. « On est d'accord », a-t-elle dit. Depuis quand ma famille était-elle devenue une démocratie où je n'avais pas le droit de vote? Est-ce qu'il y avait eu une réunion que j'avais ratée? Avait-elle envoyé un mail? Y avait-il eu un vote formel? Avait-elle utilisé une de ces applis de sondage? Sophie n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Elle a juste hoché la tête, comme si Nicole lui avait demandé si elle voulait un dessert au lieu de lui annoncer que j'étais licencié de mon poste de père et de mari. Ce hochement de tête, mon vieux. Ce petit mouvement qui disait « Ouais, maman a raison, t'es dehors », sans même me regarder. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas un coup de tête. C'était planifié, calculé, stratégique. Elles en avaient probablement discuté autour de lattes chez Starbucks pendant que j'étais au boulot, à gagner l'argent qui payait ces mêmes lattes. Pendant 10 secondes, je suis resté là, la fourchette en l'air, à me demander si je faisais un AVC ou si c'était réel. Le brouhaha du restaurant s'est amplifié. Le cliquetis des couverts, les rires forcés à la table près du bar où un type mentait sur son score au golf. Le jazz, censé être relaxant, qui ressemblait désormais à la bande-son de mon apocalypse personnel. Mais voilà le truc quand on est comptable depuis 20 ans. On apprend à rester calme quand les chiffres ne tombent pas justes. On apprend à sourire quand les clients disent qu'ils ont oublié de déclarer 50 000 balles de revenus supplémentaires.
Je suis devenu très doué pour paraître serein quand mon cerveau est en train de disjoncter, passant en revue tous les pires scénarios. Alors, j'ai fait ce que je fais de mieux. J'ai posé ma fourchette très lentement. J'ai pris une gorgée de cette Pellegrino hors de prix qu'il facture 8 $. J'ai souri comme si je venais de gagner au loto et j'ai dit « Merci de confirmer. Je vais annuler tous les prélèvements automatiques. » Le silence qui a suivi était prodigieux. On aurait pu entendre une mouche voler dans ce restaurant pourtant bruyant. Le couteau de Nicole s'est figé en plein air, ses yeux se sont écarquillés comme si je lui avais annoncé que son steak était en carton. Le pouce de Sophie a carrément arrêté de scroller. Et si vous connaissez les ados, vous savez que ça relève du miracle. Même Tyler, le serveur qui remplissait nos verres d'eau juste à côté, a marqué un temps d'arrêt, comme s'il savait qu'il venait d'être témoin d'un moment légendaire. Nicole me fixait, les yeux écarquillés, la bouche s'ouvrant et se fermant comme celle d'un poisson rouge. « Quoi ?» a-t-elle couiné, d'une voix bien plus aiguë que d'habitude. Mais j'en avais fini. J'en avais tellement, incroyablement, magnifiquement fini avec tout ça. J'ai sorti mon portefeuille, ce même portefeuille qui finançait leur train de vie depuis 15 ans, et j'ai posé assez de liquide sur la table pour couvrir l'addition, plus un pourboire de 30%. Parce que, contrairement à certains, je crois encore qu'il faut prendre soin des gens qui bossent vraiment et offrent un bon service. « Merci pour le dîner », ai-je dit en me levant tout en ajustant ma cravate. « Tyler, le poulet était excellent. Bonne soirée à tous. » Puis j'ai quitté le Romano's Italian Steakhouse la tête haute, laissant derrière moi une moitié de blanc de poulet et les décombres fumants de ce qui fut ma famille. Je suis resté assis dans ma voiture sur le parking pendant exactement 3 minutes, juste pour respirer en regardant le clignotement de l'enseigne au néon. Ensuite, j'ai saisi mon téléphone et ouvert mon application bancaire. Le temps d'arriver au parking de mon bureau, 20 minutes plus tard, j'avais résilié les contrats d'électricité, de gaz, d'eau, d'internet, le câble, l'abonnement de Nicole à cette salle de sport chic avec serviette à l'eucalyptus, le compte Spotify Premium de Sophie, l'assurance de la BMW de Nicole et, mon petit plaisir personnel, ces box de cuisine que Nicole ne cuisinait jamais mais qu'elle adorait poster sur Instagram. À minuit 3 pile, alors que j'étais assis dans mon bureau en train de manger des restes de cuisine chinoise devant un épisode de The Office, leur petit monde parfait a commencé à s'éteindre. Plus d'internet pour les précieux TikTok de Sophie. Plus d'électricité pour le fer à boucler de Nicole. Plus d'eau chaude pour ces douches d'1 heure qui gaspillaient assez de flotte pour remplir une piscine. Il s'avère que quand on vire le comptable de la famille, Netflix part avec lui. Tout comme Hulu, Disney+, Amazon Prime et tous les autres services de streaming qu'elles avaient oublié que je payais. Mon téléphone a commencé à vibrer vers minuit 15. J'ai vu le nom de Nicole s'afficher, j'ai souri, et j'ai posé l'appareil face contre terre sur mon bureau. Puis j'ai repris une bouchée de nouilles sautées, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Une paix pure, absolue. Se faire larguer par sa femme dans un restaurant chic vous laisse beaucoup de temps pour réfléchir à ce qui a cloché, et surtout, au moment où vous êtes devenu assez aveugle pour ne pas voir que vous n'étiez plus dans un mariage, mais dans un service d'abonnement sans fin qui se renouvelait automatiquement sans votre accord. J'ai passé cette première nuit après le désastre du dîner dans mon bureau, qui était de toute façon devenu plus un foyer pour moi que notre maison de banlieue avec 4 chambres et 3 salles de bain, à me repasser les moments forts de nos 15 ans de mariage, tel un étudiant en cinéma masochiste devant un film indépendant bien déprimant. Nicole et moi nous étions rencontrés lors d'une soirée réseau en 2010, à l'époque où les gens pensaient encore que ces trucs étaient utiles au lieu d'être les fiascos gênants qu'ils sont en réalité. Elle travaillait comme réceptionniste dans un cabinet dentaire, et j'étais comptable junior dans un cabinet de taille moyenne, portant un costume qui coûtait plus cher que mon loyer et essayant de donner l'impression que je savais ce que je faisais de ma vie. Elle avait ce rire capable d'illuminer une pièce remplie de financiers ennuyeux parlant de codes fiscaux et de projections trimestrielles. C'est ce rire qui m'a fait craquer.
Il s'est avéré que ce rire était aussi sa meilleure performance d'actrice, car j'allais apprendre au fil des ans qu'il ne sortait que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose, qu'elle voulait quelque chose, ou qu'elle s'apprêtait à dépenser de l'argent que nous n'avions pas pour un truc dont nous n'avions pas besoin. Les premières années étaient franchement pas mal. On avait un minuscule appartement dans un quartier en devenir, ce qui est le jargon d'agent immobilier pour dire un peu craignos, mais on vous promet que ce sera sympa un jour. On mangeait des ramen presque tous les soirs, on enchaînait les séries sur une télé achetée 60 $ sur un site de petites annonces, et on semblait vraiment apprécier la compagnie de l'autre. À l'époque, Nicole se pelotonnait contre moi sur notre canapé de seconde main et me parlait de ses rêves. Ouvrir sa propre entreprise, voyager en Italie, peut-être avoir un enfant ou deux. Je lui disais qu'un jour, je deviendrais associé au cabinet, que je prendrais soin d'elle, qu'on construirait quelque chose de vrai ensemble. Et c'est là que je dois vraiment m'accorder le titre de plus grand idiot de la Terre. Parce que je l'ai fait. Je me suis tué à la tâche. J'ai enchaîné les semaines de 70 heures. J'ai vécu de café et de bars de céréales. Et j'ai grimpé les échelons de l'entreprise comme s'il s'agissait de mon propre Everest personnel. À la 5e année, j'étais comptable senior. À la 8e, je gagnais un salaire à 6 chiffres. À la 10e, j'étais associé et nous avions emménagé dans cette maison de banlieue parfaite, pelouse impeccable, garage double, la totale. Sophie est née lors de notre 3e année. Voir Nicole tenir notre fille pour la première fois, je m'étais dit que toutes ces heures sup, ces dîners manqués, ces week-ends sacrifiés en valaient peut-être la peine. Mais à un moment donné, le « pour le meilleur et pour le pire » s'est transformé en « pour le meilleur du compte en banque ». Nicole s'était lancée dans des projets entrepreneuriaux, et j'emploie ce terme avec une indulgence extrême. D'abord, la ligne de vêtements de créateur. Ça a duré 6 mois. Coût de l'opération, 15 000 $ de capital de départ. Ensuite, la vente pyramidale d'huiles essentielles. Elle jurait que ce n'était pas une pyramide, mais le modèle économique, lui, était on ne peut plus triangulaire. Après ça, la certification de coach de vie, la licence d'agent immobilier dont elle ne s'est jamais servie, la boutique Etsy qui a vendu 3 articles, tous à sa mère, et plus récemment, un truc de conseil en bien-être, qui semblait surtout consister à poster des citations inspirantes sur Instagram et à boire des smoothies verts dans des cafés branchés. Chacune de ces lubies nécessitait du cash. Mon cash. À chaque fois, elle me sortait un PowerPoint sur l'investissement dans notre avenir et la confiance dans les rêves de l'autre. Et à chaque fois, comme une poire, je virais l'argent depuis notre compte joint et je le regardais s'évaporer plus vite que de l'eau en plein désert. Mais voici ce qui m'a vraiment achevé. Ce qui m'empêchait de dormir maintenant que je digérais enfin tout ça. Elle n'a jamais dit merci. Pas une seule fois. Enfin, pas sincèrement. C'était toujours cette gratitude de façade, comme quand on vous tient la porte. « Merci, bébé », disait-elle, relevant à peine les yeux de son téléphone, comme si je venais de rapporter une brique de lait au lieu de financer son dernier fantasme en date. Et Sophie, ma petite puce adorée, qui, autrefois, me voyait comme un dieu, qui me dessinait des bonshommes au crayon de couleur où on se tenait la main avec « le meilleur des papas » écrit à l'envers, qui m'attendait derrière la porte quand je rentrais et me sautait dans les bras comme si j'étais un super-héros. Aux alentours de son 13e anniversaire, cette petite fille a disparu, remplacée par une adolescente qui avait appris toutes les ficelles du manuel de sa mère en l'espace d'1 an seulement. Et je ne plaisante pas, j'avais les tableurs pour le prouver. 28 000 $ de cours particuliers pour des matières où elle se plantait parce qu'elle passait tout son temps sur TikTok. L'indispensable voyage de printemps à Cancun avec ses copines. Elle en avait absolument besoin, sinon elle allait littéralement mourir de honte sociale. 3 000 $. Le nouvel iPhone. Parce que son iPhone précédent, qui n'avait que 6 mois et fonctionnait parfaitement, était trop cringe, papa. Oh mon Dieu. 1 200 $. Des vêtements de marque dont je ne savais même pas le nom. Encore 5 000, facile. Une voiture pour ses 16 ans. Et pas n'importe quelle voiture, une Audi d'occasion parce que tout le monde a des belles caisses. 15 000 $. Et vous savez ce que j'ai récolté pour tout ça? Un signe de tête au dîner pendant que sa mère me virait de la famille. Un signe de tête, comme si j'étais un employé dont on supprimait le poste.
Ouais, maman a raison. Papa, tu sors. Je peux avoir le code Wi-Fi de l'endroit où on va après? J'étais assis là, dans mon fauteuil de bureau à 2h30 du matin, tournant lentement sur moi-même, les yeux fixés sur les dalles du plafond que j'avais mémorisées au cours d'innombrables nuits de travail, rejoignant cette conversation de dîner pour la 100e fois. Nous sommes tombés d'accord, avait dit Nicole. Nous sommes tombés d'accord, comme s'il s'agissait d'une décision commerciale, comme si notre mariage était une sorte de multinationale où j'avais été mis en minorité lors d'un vote. Quand exactement ce vote avait-il eu lieu? Était-ce au petit déjeuner pendant que j'étais à la salle de sport? Était-ce lors d'une de leurs virées shopping mère-fille que j'avais financées? Y avait-il une discussion de groupe familial dont j'étais exclu et où elle planifiait ce putsch depuis des semaines? Plus j'y pensais, plus je réalisais que c'était exactement ce qui s'était passé. J'avais été stratégiquement évincé de ma propre famille, poussé doucement vers la sortie jusqu'à ne plus être qu'un carnet de chèques sur pattes. Je n'étais pas le mari de Nicole. J'étais son conseiller financier qui partageait occasionnellement son lit. Je n'étais pas le père de Sophie. J'étais le type qui payait les factures et qui, de temps en temps, disait non, ce qui faisait de moi le méchant de l'histoire. À 2h30 du matin, j'ai ouvert Excel. Mon vieil ami, mon fidèle compagnon, la seule relation de ma vie qui ne m'ait jamais laissé tomber. J'ai créé un nouveau classeur. Je l'ai intitulé « Rapport financier de la famille Henderson ». Une tragédie en chiffres. J'ai commencé par les grosses dépenses, celles qui avaient nécessité de vraies décisions et beaucoup de zéros. La maison. J'avais versé 80 000 $ d'apport en 2015. De l'argent que j'avais mis de côté grâce à mes primes, mes remboursements d'impôts, et en ne déjeunant pratiquement jamais ailleurs que dans des fast-food à 1 $. Je l'ai tapé. 80 000 $, apport maison. Nicole voulait vivre dans le bon quartier. Le bon quartier, soit dit en passant, c'était le nom de code pour là où toutes ses amies vivaient pour qu'elle puisse en mettre plein la vue aux voisins. Ou, dans ce cas précis, aux Henderson, aux Martinez et à ces gens insupportables d'à côté avec leur Range Rover assorti. Ensuite, les frais de scolarité de l'école privée de Sophie, 22 000 $ par an pendant 13 ans. Parce qu'apparemment, l'école publique à 3 pâtés de maison, qui était pourtant excellente, n'était pas assez bien pour notre précieux ange. J'ai fait le calcul. 286 000 $ rien que pour les frais de scolarité. 286 000 $ pour que Sophie puisse fréquenter une école dotée d'une devise prétentieuse en latin et d'une équipe de crosse. La voiture de Nicole, cette superbe BMW X5 argentée qu'elle avait supplié d'avoir en disant « Il me faut quelque chose de sûr pour Sophie ». 58 briques, plus 12 000 $ d'entretien au fil des ans, parce que, apparemment, l'ingénierie allemande implique qu'il faut débourser une fortune pour réparer la moindre bricole. Les vacances en famille. Disney World, 2 fois, parce qu'une seule ne suffisait pas, j'imagine. Des souvenirs magiques. Hawaï, pour notre 10e anniversaire, où Nicole a posté environ 900 photos sur Instagram. Ce séjour au ski dans le Colorado, où aucun de nous ne savait skier, mais Nicole insistait pour qu'on apprenne parce que tout le monde skie. La croisière dans les Caraïbes, où j'ai fait une intoxication alimentaire et passé 3 jours enfermés dans notre cabine pendant que Nicole et Sophie s'empiffraient au buffet à volonté que je payais. Au total, 70 000 $, facile. Je continuais, devenant plus précis, plus mesquin, plus magnifiquement vindicatif à chaque ligne. L'abonnement à la salle de sport de Nicole, cet endroit avec des serviettes parfumées à l'eucalyptus et du kombucha à la tireuse. 2 400 $ par an, pendant 6 ans. Ses rendez-vous hebdomadaires pour ses ongles, 80 $ la séance, multiplié par 52 semaines. Multiplié par je ne sais combien d'années. Ses injections de Botox dont elle pensait que j'ignorais tout. Environ 600 $ tous les 4 mois, réglés comme du papier à musique. Quand j'eus terminé, à midi, j'avais devant moi un tableur de 17 pages, totalisant un peu plus de 1,2 million de $. 1,2 million de $ sur 15 ans de mariage. Ce chiffre restait là, en bas de mon tableau, à me narguer, me montrant exactement ce qu'il en coûtait d'être traité comme un déchet par les personnes que j'avais le plus aimées au monde.
Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, saturé d'appels et de textos que j'ignorais royalement. À 14h17, le nom de Barbara a clignoté sur mon écran. Barbara? La mère de Nicole, la femme que j'avais surnommée en privé « Maman carte bleue ». Après la 15e fois où elle m'avait appelé pour demander de l'aide pour une urgence qui semblait toujours exiger exactement la somme qu'elle venait de dépenser pour une croisière ou un nouveau sac à main. J'ai laissé sonner 15 fois avant de décrocher. « Daniel Henderson, qu'est-ce que vous fabriquez au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ » a-t-elle hurlé sur une fréquence qui violait probablement les lois sur le tapage nocturne. « Eh bien, Barbara, je suis actuellement assis dans mon bureau en train d'examiner des documents financiers. Et vous, comment se passe votre journée ?» Ne me répondez pas sur ce ton. Nicole m'a appelé en larmes. En larmes? Daniel, vous avez coupé l'eau et l'électricité. Sophie ne peut même pas charger son téléphone. C'est effectivement une crise majeure. Ce n'est pas drôle. Peut-être que Sophie pourrait en profiter pour lire un livre. J'ai entendu dire qu'il ne nécessite pas d'électricité, une technologie très vintage. Ce n'est pas drôle du tout, ce sont vos responsabilités. Comment pouvez-vous abandonner votre famille? Choix de mots intéressant. Quoi? Barbara. Quand votre fille m'a dit que je ne faisais plus partie de la famille, est-ce qu'elle se montrait responsable? Ou est-ce que responsabilité est juste un synonyme de Daniel paie tout et ferme sa gueule? Silence. Un silence divin, magnifique. Puisque le bien-être de Nicole et Sophie vous préoccupe tant, peut-être pourriez-vous les aider pour les factures d'énergie? Je suis sûr qu'elles apprécieraient. Ce n'est pas... Ça s'appelle gérer un budget. Vous devriez essayer un jour. Je vous souhaite une sainte journée, Barbara. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre, ce qui m'a procuré un tel plaisir que j'ai failli improviser une danse de la victoire. À 16h32, Barbara a contre-attaqué sur Facebook avec une publication intitulée « Quand la famille oublie ». Le texte était un chef-d'œuvre de manipulation passive-agressive. Parfois, les gens oublient d'où ils viennent. Ils oublient qui les a aimés, qui les a soutenus. Mon cœur se brise aujourd'hui pour ma fille et ma petite-fille qui souffrent parce que quelqu'un a décidé que l'argent était plus important que l'amour. À mon gendre, je prie pour que vous vous souveniez de ce qui compte vraiment. Dieu voit tout. La publication s'est remplie de commentaires compatissants venant des amis de l'église de Barbara et de la bande des soirées vins de Nicole. Puis la tante de Nicole, Hélène, a débarqué. « Barbara, est-ce que ce n'est pas Daniel qui a payé le diplôme de commerce de Nicole, la maison et l'école de Sophie? C'est pour une amie. » La section commentaires a explosé. J'ai fait des captures d'écran de tout et j'ai appelé mon ami Ryan, qui est avocat. « J'ai vu le post Facebook de Barbara », m'a-t-il dit dès qu'il a décroché en riant. « Cette femme a la conscience de soi d'un poisson rouge. » Je lui ai fait le résumé de la situation. Ryan est resté silencieux pendant tout mon récit, puis il a lâché un sifflement bas. C'est glacial. Voilà ce qu'on va faire. Documente tout. C'est déjà fait. Cesse tout contact et explorons tes options juridiques. Nous avons discuté stratégie pendant 20 minutes. Au moment de raccrocher, je ressentais de l'espoir. Pas l'espoir d'une réconciliation, mais celui de m'en sortir indemne. Ce soir-là, à 23h43, j'ai rédigé un email. Objet, soldes impayés, compte de la famille Henderson. Action requise. Chère Nicole, Sophie et Barbara, la présente vos notifications formelles concernant des obligations financières impayées liées au compte famille Henderson, HF 202510 26001. Conformément à notre récente discussion du 25 octobre 2025 au Romano's Italian Steakhouse, il a été convenu d'un commun accord que je ne serai plus considéré comme faisant partie de la cellule familiale. Compte tenu de cette restructuration, tout soutien financier prendra fin, avec effet immédiat, après un examen complet de l'historique du compte s'étendant de 2010 à 2025. Des divergences financières importantes ont été constatées. Vous disposez de 30 jours calendaires pour répondre par une comptabilité détaillée des actifs financiers partagés. À défaut de réponse, l'affaire sera transmise à un conseiller juridique. Cordialement, Daniel Henderson, expert comptable.
J'ai cliqué sur « Envoyer » à 23h58. Les réponses n'ont pas traîné. Nicole, à minuit 3. C'est quoi ce délire? Daniel, tu nous menaces? J'appelle mon avocat. Sophie, à minuit 7. Papa, tu forces trop. Maman a dit que tu pouvais revenir si tu t'excusais. Demande juste pardon. Barbara, à minuit 9. Daniel, j'ai prié pour toi ce soir. Ce que tu fais est un péché. Le diable œuvre à travers toi. J'ai failli répondre à Barbara que c'était plutôt TurboTax qui œuvrait à travers moi. Mais la voix de Ryan résonnait dans ma tête. Reste professionnel. Ne rentre pas dans leur jeu. J'ai fermé ma boîte mail et éteint mon téléphone. Le lendemain matin, Ryan m'a appelé. Daniel, est-ce que tu as autorisé un retrait de 50 000 $ sur notre compte d'épargne joint le 15 mars 2024? Quoi? Jamais de la vie. 50 briques? Je m'en souviendrai. C'est Nicole qui l'a fait. Et elle a imité ta signature. Même pas très bien. Je l'ai comparée à la tienne, ça ne ressemble à rien. D'où Jésus? Elle en a fait quoi? La banque indique des rénovations domiciliaires. Ça te dit quelque chose? La cuisine. Elle avait dit que ça coûterait environ 30 000. J'avais donné mon accord pour ça. La cuisine n'a coûté que 28 000, d'après la facture de l'entrepreneur. Donc, 50 000 retirés, 28 dépensés, et 22 000 se sont juste volatilisés. Volatilisés? Où ça? J'y travaille. Mais Daniel, elle a imité ta signature. C'est une fraude. Une vraie fraude, passible de poursuite. Avec ton mail pour appuyer le tout, on peut geler les avoirs, obtenir des ordonnances de protection d'urgence, la totale. Dépose tout. Lance tout ce que tu peux. Je veux que chaque compte soit gelé. C'est de la musique à mes oreilles. D'ici le dîner, la seule chose qui tournera encore dans cette maison, ce sera le ventilo au plafond. Ryan m'a rappelé plus tard. J'ai trouvé un autre truc bizarre. Tu te souviens de la tante de Nicole, Dorothy, décédée il y a 2 ans? Ouais. Nicole a dit qu'elle lui avait laissé, genre, 10 000 $. L'héritage était en fait de 35 000. Et ce n'était pas seulement pour Nicole. C'était pour vous deux. Nicole a aussi imité ta signature sur ce chèque et l'a déposé sur un compte personnel. Ce compte est vide maintenant. Dépose la plainte maintenant. Je veux que chaque transaction frauduleuse soit documentée avant 17 h. À 18 h, Ryan avait tout déposé. Ça a été approuvé. À 19 h, chaque compte au nom de Nicole était verrouillé. À 20h15, l'interphone de mon appartement s'est déchaîné. La voix de Nicole a grésillé. « Daniel, il faut que je te parle, s'il te plaît, c'est important. » Je l'ai fait monter. Elle avait une mine affreuse, du mascara coulant sur ses joues, les cheveux en bataille, vêtue d'un pantalon de yoga et de ce qui ressemblait à mon vieux sweat de la fac. « On n'a plus de lumière, a-t-elle dit, les larmes aux yeux. Le courant est complètement coupé. Sophie est terrifiée, elle est assise dans le noir avec la lampe de son téléphone. Daniel, ta fille a peur. » Alors rétablis le courant. « Je ne peux pas, tu as tout annulé. » La compagnie d'électricité dit qu'on doit payer 1 500 $. Je n'ai pas 1 500 $ qui traînent comme ça. J'ai eu un rire amer. Tu n'as pas 1 500 $? Nicole, tu as pris 50 000 $ sur nos économies il y a 8 mois. Où est passé cet argent? Elle a blêmi. C'était pour la cuisine. La cuisine a coûté 28 000. J'ai la facture de l'entrepreneur juste ici. Alors, ils sont où, les 22 000 restants? Silence. Donc, si je résume bien, tu as imité ma signature, volé 50 000 $, dépensé Dieu sait quoi, tu m'as viré de la famille pendant un dîner, et maintenant tu es là parce que les conséquences te dérangent? Daniel, s'il te plaît, pense à Sophie. Elle n'a rien fait de mal. Ce n'est qu'une enfant. Sophie a eu l'occasion de ne pas se retrouver dans cette situation quand tu as décidé de me mettre à la porte. Elle a hoché la tête. Tu te souviens? Elle aurait pu m'appeler n'importe quand ces 2 derniers jours. Elle aurait pu envoyer un SMS qui ne soit pas une exigence pour que je remette le Wi-Fi. Mais elle ne l'a pas fait. Je lui ai tendu une chemise cartonnée. C'est une demande formelle de remboursement. Pour chaque dollar dépensé en 15 ans qui t'a profité directement. Chaque signature imitée, chaque retrait non autorisé. Tu as 30 jours pour répondre. Sinon, mon avocat dépose une plainte formelle pour fraude auprès du procureur.
Tu ne peux pas être sérieuse. Je n'ai jamais été aussi sérieux de toute ma vie. Tu as été très clair. Je ne fais plus partie de la famille. Très bien. Mais là, tout de suite, Nicole, je suis ton créancier. Tu as 29 jours et 23 heures pour trouver comment réagir. Daniel, attends. L'ambiance aux chandelles que tu voulais est enfin là. Profites-en. On m'a dit que c'était très romantique. J'ai fermé la porte et je suis resté là, à écouter le bruit de ses pas s'estomper dans le couloir. Puis, j'ai attrapé mon burrito froid et j'ai mordu dedans. Il avait meilleur goût que n'importe quel repas que j'avais pris depuis des années. Le lendemain matin, Barbara a posté un nouveau message sur Facebook. Un long texte mélodramatique expliquant comment j'avais abandonné ma famille. Coupure d'eau et d'électricité, compte bancaire gelé, menace de poursuite judiciaire pour de l'argent. Le poste a récolté 43 « j'aime » en moins d'une heure. Puis la tante Hélène a débarqué. « Barbara, tu pars de la famille qui lui a dit de ne pas rentrer à la maison? Cette famille-là » Les commentaires ont explosé. Les gens qui postaient des messages de sympathie ont soudain commencé à demander des éclaircissements. Au cours des 2 semaines suivantes, tout s'est effondré pour Nicole. Le quartier a appris la vérité quand les flics ont débarqué pour poser des questions sur des signatures contrefaites. Les voisins ont arrêté de croiser son regard. Le club de lecture l'a discrètement désinvité. Le groupe WhatsApp des parents d'élèves est devenu silencieux. Nicole m'a appelé une fois, la voix petite et vaincue. « Pense à Sophie, je t'en prie. »« C'est ce que je fais, » ai-je répondu. « Elle va enfin apprendre que l'argent ne pousse pas sur la culpabilité. » J'ai raccroché et j'ai bloqué son numéro. Puis j'ai bloqué celui de Barbara, celui de Sophie. Je les ai tous bloqués sur tous les réseaux sociaux. En 2 semaines, la maison était vendue. L'argent, après avoir remboursé l'hypothèque que je réglais seul depuis 15 ans, a été viré sur mon compte, conformément à l'ordonnance du tribunal. Sophie m'a envoyé un dernier SMS avant que je ne la bloque. « Tu as gagné. » J'ai fixé ce message pendant un long moment. Finalement, j'ai répondu « Non. » Je me suis juste désabonné. Puis je l'ai bloqué et j'ai supprimé tout notre historique de messages. Chaque « est-ce que je peux avoir de l'argent pour » chaque tentative de culpabilisation, chaque conversation où l'on m'avait traité comme une banque plutôt que comme un père. Effacé. 3 semaines après que le tribunal a tout finalisé, Ryan a débarqué à mon appartement avec du café et un immense sourire. C'est fait, les comptes de Nicole sont à sec, l'argent de la maison est à toi, toutes les charges pour fraude sont légalement à sa charge. Et le juge a ajouté une ordonnance d'éloignement après que Barbara s'est pointée ivre au tribunal pour essayer de te signifier le jugement de Dieu. J'ai ri si fort que j'ai failli m'étouffer. Elle n'a pas fait ça? La sécurité l'a escortée vers la sortie, c'était magnifique. J'avais emménagé dans un appartement plus petit en centre-ville la semaine précédente. Une chambre, une cuisine correcte, de grandes fenêtres qui laissaient entrer la vraie lumière du soleil. Plus de recoins sombres où la colère pouvait se cacher. Plus besoin de marcher sur des œufs. Plus besoin de payer pour les rêves des autres pendant que ma propre vie faisait du surplace. « Alors, on fait quoi maintenant ?» a demandé Ryan. « Un voyage? Un club de bowling ?»« Je vais peut-être lancer cette chaîne YouTube, » ai-je dit. Divorcer sans pleurer, avec des tableurs et de la rancœur. Ryan a failli s'étouffer avec son café. « Je regarderai ça, moi ?» Ce soir-là, j'ai fait réchauffer des restes de lasagne de chez Tony et je me suis installé avec mon ordinateur. J'ai ouvert mes anciens relevés bancaires, les tableaux Excel qui montraient 15 ans d'arnaque financière déguisée en mariage, et je les ai simplement contemplés. Puis j'ai appuyé sur « Supprimer ». Les regarder disparaître m'a fait plus de bien que n'importe quel psy. Avant de me coucher, j'ai envoyé un SMS à Ryan. Ils ont dit que je ne faisais plus partie de la famille. Merci d'avoir rendu ça officiel. Il a répondu instantanément. Tout le plaisir est pour moi. On va boire un verre la semaine prochaine. La paix n'est pas une mise en scène spectaculaire. Parfois, c'est juste un type qui mange des lasagnes en silence, en buvant une bière dans un appartement baigné de soleil, entouré de rien d'autre que ses propres choix et sans le moindre regret. Plus besoin d'être utilisé. Plus besoin de financer des projets sans issue.
plus besoin d'être traité comme un distributeur de billets sur pattes. Pour la première fois en 15 ans, j'étais enfin chez moi.